Bonjour, mon nom est Barry Cole et je suis le président de la Fondation Cole. Depuis 5 siècles, les conséquences de l'esclavage et le racisme préoccupent l'Amérique du Nord. Mais durant la même période, le colonialisme a eu un effet dévastateur sur l'Afrique. Comment peut-on aller de l'avant? La Fondation Cole est fière d'appuyer ce dialogue d'une perspective africaine sur cette question. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette rencontre qui a lieu dans le cadre de la programmation du printemps 2021 du Festival Métropolis Bleu, Festival international de littérature. Au chapitre des grands événements, le festival est heureux d'accueillir le philosophe Souleymane Bachir Diagne et le romancier Blaise Ndala pour une discussion autour du thème Afrique et Occident, mémoire pacifiée. Alors que les décolonisations sont dites achevées et que différents sujets de discorde continuent d'émerger depuis quelques années entre des mémoires africaines et occidentales du fait colonial, les mémoires se heurtent à différents enjeux d'ordre sociaux ou politiques relatifs en particulier à la pérennité du racisme, au legs des colonisations, à la complexité des identités qui en sont issues ou encore à l'inachèvement du processus décolonial. Que ce soit sur le plan culturel, social, politique ou sur le plan de la connaissance, les mémoires de l'Afrique et de l'Occident peuvent-elles être pacifiées? Les bases de l'écriture d'une histoire en commun sont-elles posées ou restent-elles encore à être écrites? Mon nom est Delphine Abadi, je suis enseignante-chercheur au département de philosophie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je serai l'hôtesse de cette rencontre. Depuis leurs horizons respectifs de pratique de l'écriture, que ce soit pour l'un la philosophie et pour l'autre le roman, nos invités reviendront tous les deux à leur manière sur ces enjeux pour les explorer avec nous ce soir. J'aimerais commencer par les présenter. Tout d'abord, bonsoir Souleymane Bachir Diagne. Nous sommes tout à fait ravis de vous recevoir, ainsi que Blaise Ndala. Donc, Monsieur Bachir Diagne, vous êtes professeur à l'Université Columbia à New York depuis 2008, une université que vous avez intégrée après une longue carrière que vous aviez déjà menée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où vous avez enseigné plus d'une vingtaine d'années après des études de thèse que vous avez complétées en France. Vous êtes unanimement considéré, malgré votre grande humilité, comme l'un des penseurs les plus importants de notre époque, spécialiste de la logique algébrique par vos premiers travaux issus d'une thèse sur le mathématicien Georges Boole, de Léopold Sédar Senghor et de la négritude, de la philosophie islamique et de la philosophie africaine plus généralement. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais remarquables, comme Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme philosophie, Bergson post-colonial, L'encre des savants, Comment philosopher en islam. 2 de vos derniers titres sont collaboratifs, Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, que vous avez signé avec l'anthropologue Jean-Loup Amsel, ou encore La controverse, dialogue sur l'islam, écrit avec Rémi Brague. Votre dernier ouvrage, Le fagot de ma mémoire, est votre livre le plus autobiographique dans lequel vous revenez sur votre parcours à la fois personnel et intellectuel. Le livre est paru plus tôt ce mois-ci aux éditions Philippe Ray. Bonsoir, je vous souhaite d'abord à tous les deux et spécialement, puisque je viens de vous présenter Souleymane Bachir Diagne, la bienvenue. Je passe maintenant la présentation de Blaise Ndala. Bonsoir Blaise Ndala. Bonsoir Delphine. Vous êtes Canadien, né une dizaine d'années après l'accession à l'indépendance de l'actuelle République démocratique du Congo, alors appelée Zaïre. Vous avez fait vos études de droit en Belgique, un domaine dans lequel vous travaillez lorsque vous n'écrivez pas des romans, à Ottawa où vous avez élu domicile en 2007.
Vous êtes chroniqueur littéraire, régulièrement sollicité, entre autres au magazine littéraire Plus on est de fous, plus on lit, animé par Marie-Louise Arsenault sur les ondes de Radio-Canada, et d'une chronique animée par Philippe Marcoux sur les ondes de Radio Gatineau. Vous êtes l'auteur de 3 romans encensés par la critique et par le public. Votre premier roman, J'irai danser sur la tombe de Saint-Gore, vous vaudra déjà le prix d'Ottawa en 2015. Mais c'est votre deuxième roman, Sans capote ni kalachnikov, qui sera accueilli sous un concert d'éloges et vous fera connaître au grand public alors que vous sortez gagnant du combat des livres 2019 de Radio-Canada. Votre dernier livre, paru simultanément aux éditions Mémoire d'Encrier et aux éditions du Seuil, est le livre dont tout le monde parle de cette rentrée littéraire de janvier 2021. Ce dernier roman, Dans le ventre du Congo, s'accroche à une intrigue familiale distribuée sur 3 générations et revisite les pages sombres de la colonisation belge du Congo et de son testament sur le présent et sur les identités postcoloniales. Vous y relatez le récit tragique de Tshala Nyota Mwela, princesse d'un royaume parmi les plus fastueux d'Afrique centrale, les Bakuba du Kasaï, qui, amoureuse d'un administrateur belge, disparaîtra des archives de la lignée familiale après avoir été exhibée au village congolais de l'Exposition universelle de Bruxelles en 1958, soit 2 ans avant l'indépendance congolaise. Au tournant des années 2000, sa nièce, Nyosha, part à la recherche des traces de ce passé familial bouleversant qui pointe de l'intérieur du traumatisme colonial vers le monde dont cette histoire a accouché, le monde dans lequel nous vivons actuellement. Pour mettre la table au dialogue qui aura lieu ce soir autour du thème des mémoires pacifiées, j'aimerais que vous reveniez tour à tour sur vos derniers livres, en suivant l'angle emprunté par la nièce de la princesse Tshala, soit celui de la transmission et de l'enquête autobiographique au service de la plus grande histoire. En commençant par vous, Monsieur Souleymane Bachir Diagne, le fagot de ma mémoire est votre livre, comme je disais tout à l'heure, qui est le plus personnel. Vous y évoquez vos influences intellectuelles, de Jacques Derrida, en passant par Ngugi wa Thiong'o, Paulin Untonji, Léopold Sédar Senghor, évidemment, mais aussi vous évoquez votre vie entre différents lieux, comme Saint-Louis du Sénégal où vous êtes né, Ziguinchor, Dakar au Sénégal, Paris, Chicago, New York, des lieux qui vous ont formé par leur langue, leur culture, leur patrimoine philosophique et des lieux où vous y avez pris racine, ou du moins où vos branches ont poussé. J'en viens à la question, quelle place votre propre identité, si ce mot a un sens pour vous, joue-t-elle dans votre écriture? Est-ce que la restitution de l'identité ou des identités africaines, au pluriel, doit occuper un rôle central ou encore même un rôle tout court dans la création d'une histoire en partage entre l'Occident et l'Afrique, qui n'ont pas la même mémoire de cette histoire commune? Je vous invite donc à répondre. Oui, merci infiniment pour cette question et à nouveau véritablement je remercie le ciel de m'avoir permis de faire partie de ce panel de nous 3. Vous-même Delphine Abadi qui est une collègue, une amie, et puis Blaise Ndala dont je me fais la promesse de faire un ami également pour avoir découvert son écriture. Et alors, vous vous êtes reprise tout à l'heure en disant que j'avais poussé des racines dans les lieux où je suis allée, puis vous l'avez dit, au moins des branches. Et en fait, pour répondre à votre question, je vais revenir à ce que vous avez dit et reprendre à mon compte, en fait, les racines. Je crois avoir poussé des racines partout où je suis allée, partout où je me suis identifiée. C'est-à-dire aussi bien chez moi, évidemment, en commençant par chez moi où mes racines se trouvent, qu'en France, où j'ai vécu suffisamment longtemps pour pousser des racines. Et aujourd'hui, j'ai également des racines new-yorkaises. Et la raison pour laquelle je prends cette métaphore de la plante qui n'arrête pas de pousser des racines partout où elle se trouve, c'est que, évidemment, j'ai à l'idée des plantes particulières comme les rhizomes, qui sont des plantes, effectivement, qui poussent des racines.
Autrement dit, soit je considère qu'on n'a pas de racines, l'humain n'est pas une plante, ou alors je considère que l'humain est un rhizome qui est en mesure de pousser des plantes partout où il rencontre une terre bienveillante, fertile, où il se sent chez lui, cet humain-là. C'est la raison pour laquelle je considère qu'en effet, les identités sont multiples, sont autant de possibilités. À l'intérieur du cadre général de ma perspective, qui est une perspective africaine, nourrie par le fait que je suis africain, évidemment, et que je regarde les choses du monde, les questions planétaires, depuis un point de vue africain. Mais cela étant, je revendiquerai une identité totalement cosmopolite, qui est une identité de passage d'un continent à l'autre, évidemment, ça ce sont des passages physiques, mais également de passage d'une langue à l'autre. C'est probablement l'aspect le plus important dans ce que je dis dans mon travail, qui est la capacité de penser de langue à langue. Parce que penser de langue à langue, c'est se décentrer. C'est regarder sa propre langue depuis une autre langue, être capable de regarder le lieu où l'on se trouve à partir d'un autre lieu. Et je crois que la capacité de décentrement est une capacité que j'ai cultivée dans ma trajectoire. Et c'est ce que je raconte dans mon livre, le fagot de ma mémoire. Vous l'avez dit, c'est le livre le plus personnel que j'ai jamais écrit. J'ai découvert à cette occasion, quand sous la pression amicale, j'ai décidé de l'écrire, à quel point il était difficile de passer du concept au jeu. Le concept a quelque chose d'inquiétant, évidemment, parce qu'on essaie d'argumenter, on essaie de mettre les meilleurs arguments possibles derrière ce que l'on pense. Mais se mettre à écrire « je », ça, c'est encore plus inquiétant. J'imagine que Blaise n'a pas ces problèmes-là parce que lui est un romancier, donc le mot « jeu » lui viendrait plus facilement sous la plume qu'à moi. Mais en effet, lorsqu'il s'est agi pour moi de parler de mon propre parcours, de ma trajectoire, de mon travail, j'ai eu des difficultés d'écriture que je n'ai résolues au fond au dernier moment. Au dernier moment, j'ai retrouvé une sorte d'énergie dans l'écriture et j'ai retrouvé le rythme qui est en général le mien parce que les mots se sont mis à docilement se ranger sous ma plume à ce moment-là, mais j'ai eu du mal. Il a fallu, au fond, que je comprenne exactement ce que ce livre pouvait signifier pour quelqu'un d'autre que moi ou quelqu'un d'autre qui ne me connaîtrait pas pour que je puisse l'écrire. Et j'ai le sentiment que ce livre personnel est aussi, dit aussi les mots qui sont les mots de ma génération, la génération de ceux que j'appellerais les enfants des indépendances, ceux qui, comme moi, sont nés quelques années autour de la date de 1960. Le parcours qui est le mien est, de ce point de vue-là, un parcours partagé. Et l'itinéraire qui est le mien également, vous l'avez dit en me présentant, d'un aspect très technique de la philosophie des sciences, la philosophie de la logique, l'histoire de la logique mathématique qui a été mon champ premier de recherche. Ce passage de ce lieu-là, très technique de la philosophie, à aujourd'hui ce qu'on appelle le post-colonial, il m'a semblé que c'était un itinéraire suffisamment, non pas seulement singulier, qui n'était pas simplement le discours de mon parcours, mais le discours du parcours de toute une génération. Et là, j'ai pu écrire ce livre. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse et je rebondirai sur ce que Souleymane Bachir Diagne a évoqué quand il parlait de sa difficulté d'écrire au jeu. Il a donc évoqué l'hypothèse que cette écriture au jeu serait susceptible d'être plus aisée pour un romancier. Et je relance la question que j'ai adressée à un premier temps à M. Diagne à propos de cette identité, tout en la rattachant à cette dimension de l'écriture au jeu. Est-ce que la littérature n'est pas
justement aussi la littérature de fiction, donc la littérature romanesque, un autre moyen d'explorer des identités ou des passages ou des décentrements à travers l'adoption des points de vue des différents protagonistes d'une histoire, que ce soit les personnages comme les trois qu'on rencontre dans votre dernier roman, ou que ce soit les protagonistes de la grande histoire, donc le Congo, la Belgique, le Zaïre, le Congo belge et le Congo la République démocratique contemporaine du Congo. Donc, dans quelle mesure l'identité et donc aussi la capacité de se décentrer par rapport à cette identité joue un rôle important. Est-ce que le lieu de l'identité africaine ou le lieu de l'identité congolaise est importante dans vos choix artistiques, Blaise Ndala? Merci. Alors, oui, je pense que Bachir a vu juste. Bachir a vu juste. Je pense que s'il y a un terrain où on a cette aptitude d'embrasser des identités multiples, de chausser les bottes des personnes différentes qui, a priori, pourraient n'avoir rien avec nous, avec le monde auquel nous sommes associés a priori. Je pense que la littérature est ce lieu par excellence. Et dans mon cas, encore que je me suis tenu jusqu'à présent plutôt loin de l'autofiction. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, mais la fiction que je pratique, que j'ai pratiquée jusqu'à présent dans mes 3 romans, m'a effectivement permis, d'une part, d'aborder la question de l'identité du Congolais que je suis. Dans le dernier roman, évidemment, la question de l'identité qui fut collée à l'indigène noir du Congo belge, de l'État indépendant du Congo, se trouve au centre du discours qui est tenu à cette époque par le colonisateur. Mais ces discours-là ne m'intéressaient, cette identité attribuée par le regard du colonisateur ne m'intéressait que si je pouvais la mettre, cette identité, en résonance avec le regard, d'une part, que ces mêmes indigènes, que ces mêmes Congolais portaient sur eux-mêmes, mais encore sur le regard qu'ils portent à leur tour sur celui qui les regarde. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je voulais faire réfléchir le regard de l'occidental, du colon qui regarde l'indigène congolais, avec le regard de l'indigène, comme on l'appelait, qui regarde le colon. D'abord à l'époque coloniale, lorsque les hommes de l'État indépendant du Congo, mandatés par Léopold II, arrivent et découvrent, dans ce cas-ci, le royaume des Bakuba, d'où vient la princesse Tchala. Ensuite, lorsque la nièce de la princesse Tchala arrive à son tour en Belgique et regarde cette société d'où sont venus les colonisateurs qui sont arrivés sur les berges du fleuve Kasaï. En arrière-plan de ces 2 regards, qui ont nourri les identités, les représentations que les Belges se sont faites de Congolais et que les Congolais se sont fait par la suite de Belges, se trouve aussi tout ce qui nous est venu de ce que Mudimbe appelait la bibliothèque coloniale, c'est-à-dire l'ensemble de savoirs qui ont été produits à l'époque de cet État indépendant du Congo et qui ont permis à ces Belges qui arrivaient de simplifier la représentation de l'indigène autour d'un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées, que ce soit celles qui leur venaient, mettons, comment il s'appelle, le conte de Gobineau sur la question de la hiérarchisation des races. Ils avaient une idée qu'ils ont amenée en Afrique sur ce que pouvait être cet homme vers qui ils se présentaient. Ils avaient une idée de ce que des ethnologues avaient écrit sur le Bakuba. Parmi ceux-là, on a retrouvé des gens comme Vantina, comme d'autres, qui parlaient du rayonnement, du raffinement des arts des Bakuba et qui présentaient le Bakuba, pour reprendre leurs mots, comme les nègres le plus civilisé que l'on puisse trouver en dessous de l'Éthiopie et de l'Égypte ancienne. Donc, j'essaie de regarder, j'essaie d'ausculter ce regard qui produit cette identité de l'indigène dans le chef du Belge qui arrive,
J'essaie d'ausculter le regard que l'indigène en question, dans ce cas-ci le Bakuba, le Congolais, porte sur lui-même quand il s'élève et regarde le patrimoine qu'il y a derrière lui, quand il l'articule dans le discours par lequel il se définit lui-même, quand il se projette dans le regard et le traitement qui lui est assigné par le Belge. J'essaie de voir qu'est-ce que ces deux identités en relation ou en non-relation produisent. Et puis, bien entendu, je regarde beaucoup plus tard la manière dont le Congolais, l'indigène, devenu indépendant, devenu homme moderne, en quelque sorte, juge ou considère l'homme belge, l'homme européen, quand il le retrouve dans son univers à lui, quand il le retrouve en 1958 sous l'atomium de Bruxelles avec son zoo humain. Quel homme blanc découvre-t-il? Quel discours articule-t-il quand il fait partie de ce théâtre? Lorsque ses descendants arrivent, comme moi, dans les années 2000, 50, 45 ans plus tard, pour essayer de retrouver les traces de cette histoire, de cette rencontre qui nous a amenés dans ces représentations, dans ce lieu. Quel discours il tient? Quels espoirs? Qu'est-ce qu'il anime au fond de lui? Et qu'est-ce qu'il apprend sur cette expérience, sur cette rencontre, sur ces identités qui se sont confrontées de cette manière-là? Mais au-delà de ces doubles regards, l'avantage que donne la littérature, pour revenir à la question, c'est que je peux passer à la fois de l'indigène congolais, de l'homme congolais, du bantou, du bakuba, au colon belge, qui est dans ce cas-ci René Comer, l'administrateur, qui est dans cette communauté de bakuba et qui, lui aussi, a un certain nombre de choses, un discours qu'il articule pour justifier la manière dont il épouse le projet colonial. Et dans ces cas-là, donc, je peux à la fois être, en quelque sorte, le bourreau, la victime et l'avocat des deux. Et ça, c'est un exercice dans lequel je me suis beaucoup plu lorsqu'il m'a fallu aller chercher la complexité de l'histoire que je viens de résumer, parce qu'il ne s'agissait en aucune façon pour moi de présenter une histoire aussi complexe que celle de la rencontre entre les Congolais et les Belges, et celle de la rencontre entre les Européens et les Africains, de manière manichéenne, sans essayer d'entrer dans le fond des choses, sans essayer de me mettre dans la position subjective de ceux qui, d'un côté comme de l'autre, ont eu à jouer un rôle dans cette histoire commune. Donc oui, le roman, la fiction m'a donné la latitude de me démultiplier en quelque sorte, de placer mes racines, pour reprendre l'exemple du rhizome, aussi bien en Belgique pour justifier le projet d'une certaine manière, ou à tout le moins essayer de le comprendre, mais également du côté du Congo pour essayer de voir de quoi était nourri ce regard par lequel l'indigène a surgi à la fin du 19e siècle dans l'histoire du monde contemporain tel que nous la connaissons aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je crois, une qualité qu'on vous reconnaît à votre style, c'est-à-dire cette capacité de traiter de chacun des parties sans complaisance. On y reviendra plus tard dans les questions et de montrer toute la complexité des situations qui ont mené à cette rencontre. J'ai beaucoup aimé l'expression que vous avez utilisée, qui, je crois, résonne également avec le travail de M. Diagne, de votre volonté, votre désir de mettre deux identités en relation, donc ou alors de montrer éventuellement cette relation est ou bien inexistante ou bien rompue, brisée. Et c'est évidemment le thème de notre discussion aujourd'hui. Bon, vous avez évoqué, Blaise Ndala, l'intrigue de votre roman avec ces quelques mots et tout en répondant à mon interrogation. Vous accordez une place importante, évidemment, donc à l'histoire endogène, si on veut, à l'histoire qui est celle des acteurs et des résistants à l'invasion coloniale. Et j'aimerais
maintenant passer, en commençant avec Souleymane Bachir Diagne, à cette dimension de vos deux travaux, le rapport que vous entretenez donc avec les enseignements, la transmission d'une mémoire, de connaissances, de savoir, d'une histoire une transmission qui a été en grande partie interrompue par le joug colonial, mais pas complètement. Je commencerai donc avec Bachir Diagne. Vous avez consacré au moins 2, voire 3 de vos livres au sujet du philosophie en islam, comme vous préférez le dire, de préférence donc à l'expression philosophie islamique, à la suite d'un titre d'un de ces livres justement qui s'intitule Comment philosopher en islam. On vous doit également La controverse, comme je l'ai dit en introduction, et rédigé avec Rémi Brague, un dialogue qui est parfois épineux, mais un dialogue que vous menez comme à l'habitude avec beaucoup de bienveillance, et vous êtes un homme de dialogue, on vous le reconnaît à foison. Et enfin, donc, on pense aussi à Bergson postcolonial, où vous évoquez l'héritage sur Léopold Sédar Senghor, mais surtout dans le cadre de ma question sur Mohamed Iqbal, de la pensée d'Henri Bergson. C'est donc dire, aux côtés de la tradition philosophique dite occidentale, que vous avez accordé et que vous continuez d'accorder une grande importance à cette philosophie en islam à laquelle vous avez été formé, notamment par votre famille, qui était une famille de lettrés, d'érudits musulmans. Et ma question est donc la suivante. Quelle place accordez-vous à l'érudition, donc à cette histoire de cette érudition musulmane léguée par votre famille dans votre propre parcours intellectuel? Et comment cet héritage entre en écho ou alors en dialogue avec la formation qui est la vôtre de philosophie dite occidentale? Alors, justement, cette histoire d'une érudition est importante pour plusieurs raisons. Vous l'avez indiqué, sur ce chapitre-là, je suis un héritier, comme dirait Bourdieu, et je suis héritier d'une tradition familiale d'éducation dans un islam lettré. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis, lorsque l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'étais à ce moment-là un professeur, vous l'avez rappelé, et vous allez vous-même enseigner, eh bien, lorsque notre département de philosophie a décidé de créer un enseignement d'histoire de la philosophie dans le monde islamique, de philosophie islamique, puisque c'est cela l'expression consacrée dans le monde académique, j'ai pu me charger de cet enseignement, non pas grâce à la formation qui avait été la mienne, qui avait été une formation tout à fait classique en histoire de la philosophie, en philosophie des sciences, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai pu, si vous voulez, investir la transmission d'une tradition d'érudition dans les études islamiques, j'ai pu investir cela dans mon enseignement universitaire. Mais au-delà de ce cas particulier, ce qui est important au fond dans la réflexion sur la philosophie en islam, et la raison pour laquelle je parle de philosophie en islam, c'est que cela nous permet de faire retour sur l'histoire de la philosophie elle-même. Comment est-ce que nous enseignons, comment est-ce que nous avons appris nous-mêmes l'histoire de la philosophie? On nous dit que la philosophie est née en Grèce, elle est née d'un miracle grec. Les miracles ont ceci de tout à fait facile que parce qu'ils ne sont précédés par rien. Ça permet de dire qu'avant la Grèce, il n'y avait pas besoin d'avoir un espace quelconque pour la philosophie. C'est donc bien pratique de dire qu'il s'agit d'un miracle. Et ensuite, cette philosophie aurait été transmise par voie quasi directe à l'Europe et à l'Occident, qui en étaient naturellement les héritiers. Donc, vous avez un trajet totalement unilinéaire qui irait d'Athènes à Rome, et de Rome aux différentes capitales intellectuelles européennes, Heidelberg ou Londres ou Paris. Or, ça n'est simplement pas vrai. Quand on regarde l'histoire de la philosophie, d'abord, l'idée que l'histoire de la philosophie commencerait en Grèce est une idée absurde. La philosophie, c'est ce qui fait l'humanité de l'humain. Simplement se dire que les humains ont commencé à s'interroger sur leur propre être, sur leur devenir à partir de la Grèce,
serait une absurdité totale. Et les Grecs eux-mêmes ne pensaient pas comme ça. Quand Platon parle de la philosophie, il évoque très souvent l'Égypte ou d'autres espaces. C'est donc une construction purement coloniale de considérer qu'il y a eu une transmission, ce qu'on appelle en jargon latin la translatio studii, donc la transmission de la philosophie et des connaissances grecques directement du monde grec au monde européen. Cette transmission est passée par le monde de l'islam. Donc, vous avez, au lieu, si vous considérez sérieusement et historiquement cette fameuse transmission, vous êtes obligé de considérer qu'elle a fait des tours et des détours totalement différents de ce schéma unilinéaire d'une transmission directe de la Grèce à l'Europe. Vous avez tout aussi bien une transmission qui irait d'Athènes à Alexandrie, ou bien d'Athènes à Nishapur, ou bien d'Athènes à Bagdad, et de là à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, on commençait, de là à la Kéraouiyine, à Fès, au Maroc, et de là à Tombouctou, la capitale intellectuelle de l'Empire du Mali et ensuite de l'Empire Sonraï. Cela veut dire donc que, par exemple, si vous prenez simplement l'histoire de la philosophie, l'histoire de la logique d'Aristote, elle était enseignée à Tombouctou des siècles avant que le premier occidental mette les pieds dans cette ville. Alors, quand on sait cela, on effectue une décolonisation toute simple de l'histoire de la philosophie. On considère que la philosophie est entrée dans des espaces différents, a été adoptée dans des cultures et dans des langues différentes. On pluralise l'histoire de la philosophie en pluralisant ses géographies et en pluralisant ses langues. Et donc, cette même philosophie grecque, pour ne s'en tenir qu'à elle, aura été également une philosophie dans le monde de l'islam, c'est la raison pour laquelle j'utilise cette expression, philosophie en islam, et elle aura été également une philosophie présente au cœur de l'Afrique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Tombouctou, à Gao, à Djenné, mais également sur la côte orientale de l'Afrique, dans le monde swahili. Voilà, au fond, l'image d'une pluralisation de l'histoire de la philosophie que porte, selon moi, l'expression de philosophie dans le monde de l'islam. Et c'est la raison pour laquelle il est important, y compris pour la philosophie africaine, de tenir compte de cette tradition qui est une tradition africaine également, telle qu'en témoignent les manuscrits que l'on trouve ici ou là sur le continent africain, dans sa partie subsaharienne. Et ça nous rappelle aussi d'ailleurs que le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes, un monde de l'Afrique du Nord et un monde de l'Afrique qui avait été appelé noir, qui maintenant est appelé subsaharienne pour être politiquement correct, mais on peut dire subsaharien, mais en sachant bien que le Sahara était d'abord un lieu de passage. Les routes transsahariennes ont transporté des idées, ont transporté des manuscrits, ont transporté évidemment des esclaves aussi, il ne faut pas l'oublier, mais également des savants qui sont partis de ces centres intellectuels africains pour aller dans le reste du monde islamique. Ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect étant évidemment que quand on parle de l'islam aujourd'hui, ce qui est évoqué dans la presse, etc., c'est une histoire de bruit et de fureur. Et c'est la raison pour laquelle il est important, justement, pour une époque comme la nôtre, de rappeler que cette religion est une tradition intellectuelle et spirituelle. C'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans l'enseignement de cette tradition intellectuelle et spirituelle, en plus de mon enseignement en logique ou en histoire de la philosophie. Et c'est la raison pour laquelle également je me suis engagé dans ces dialogues que vous avez rappelé tout à l'heure, en particulier mon dialogue avec Rémi Brague, dont il est bien évident que nous avons des positions radicalement, diamétralement opposées, mais ce qui ne nous empêche pas au moins de parler la même langue et d'exprimer nos oppositions dans cette langue-là. Par conséquent, il n'y a aucune raison pour que notre dialogue n'ait pas lieu dans une certaine forme de courtoisie et de fermeté. Voilà un peu ce que je voulais dire de l'importance de la philosophie islamique aujourd'hui pour moi dans mon travail. Merci beaucoup. Toujours sur cette question des enseignements africains qui sont antérieurs à la présence coloniale, Blaise Ndala, je viens à vous maintenant avec la deuxième portion de ma question.
vous faites une place importante, comme je le disais en introduction, à l'épopée, au mythe, à la coutume de ce royaume Bakuba qui était parmi les plus fastueux de l'Afrique centrale avant que le colon belge ne vienne briser cette, non pas harmonie, mais cette structure sociale. Dans des conditions qui sont celles-là, de ce que certains auteurs appellent un épistémicide, donc de la mort, ou en tout cas la disparition de beaucoup de vecteurs de transmission plus traditionnels. Comment reconstruire une mémoire pacifiée avec soi-même d'abord, puisque la condition de reconstruction d'une mémoire commune avec l'Occident doit aussi nécessairement passer par faire la paix avec soi-même. Donc, comment faire quand l'ancien bourreau a effacé une partie de vos archives, de votre identité, et par cela même de votre identité? Ça, c'est une question très, très, très fondamentale et très vaste. Je ne prétendrai pas ici avoir la réponse qui consisterait à dire comment nous faisons collectivement toutes ces civilisations qui furent dominées, qui furent en grande partie effacées comme ça du fait de la colonisation et de tous les travaux d'élimination, d'éradication des traditions, des savoirs, comme venait de le mentionner Bachir tout à l'heure. Comment on fait pour y arriver? Ce que je constate néanmoins, et c'est un peu le sens de ce que j'essaie de faire dans la littérature, c'est que le travail de recherche, c'est ce travail qui consiste à aller chercher dans les sources qui sont encore disponibles, et les informations, les vestiges, les symboles, les discours qui sont un peu dans les marges, mais qui n'occupent pas la place qu'elles devraient occuper pour essayer de réhabiliter, ne serait-ce que symboliquement, ces mondes, ou de dire autrement ces mondes anciens que sous le prisme, sous les mots véhiculés par l'ancien colonisateur. Cet exercice-là qui est fondamental et qui est un peu au centre de ce que je fais, notamment dans les derniers romans, est l'un des moyens pour essayer de revenir à quelque chose qui puisse ressembler un peu à ce qui a été perdu. Il y a une citation apocryphe que l'on prête à Chinua Achebe, selon laquelle l'histoire de la chasse est toujours écrite évidemment par les vainqueurs. Dieu sait s'il a dit exactement cela, mais la réalité, peu importe, la réalité c'est là, c'est-à-dire que nous sommes, nous, Africains, Congolais, héritiers de cette histoire qui concerne les royaumes comme le royaume Bakuba, comme le royaume Congo, comme le royaume Luba, qui nous a été transmise principalement par la bibliothèque coloniale, comme je disais. Donc, nous avons retrouvé des traces, des écrits d'ethnologues belges, britanniques et consorts qui nous ont raconté ce qu'ils ont trouvé. Parfois, certains en ont dit du bien en saluant l'art. Cuba, par exemple, dont on voit beaucoup les traces dans les musées en Europe, que ce soit à Tervuren, à Berlin, à Paris ou ailleurs. Mais principalement en essayant plutôt d'effacer les traces de tout ce qui pourrait faire croire ou faire comprendre que ces univers-là étaient porteurs d'un savoir, d'un savoir-faire et d'une science qui aurait beaucoup encore à nous apprendre aujourd'hui. Alors moi, ce que j'essaie de faire, et certains le font à travers les arts, à travers les écrits, à travers la littérature, c'est de dépoussiérer cela, d'essayer de ramener ces épopées, d'essayer de ramener ces mondes en disant, nous n'avons pas que la commande que l'abbé Vallès fait en 1934 quand il charge Hergé d'écrire une bande dessinée Tintin au Congo pour vendre le projet colonial. Nous n'avons pas que cela. Nous avons également un ensemble de choses, un ensemble de vestiges que l'on peut retrouver dans les musées en Europe qui disent beaucoup de ces mondes anciens, qui disent beaucoup de ces civilisations, même si le sous-titre, quand vous visitez Tervuren, d'où m'est venue l'idée de ce roman, les sous-titres sont très partiels, voire partiels, fragmentés. Mais nous avons là les traces qui nous disent beaucoup sur ce monde-là. Et quand nous creusons, pour peu que l'on fasse des recherches, pour peu qu'on retourne parfois écouter les anciens, qu'on se rende
auprès des gens qui sont encore porteurs de ces mémoires et que l'on lit ce qui est écrit d'hier à aujourd'hui, y compris par des chercheurs, des historiens, des anthropologues africains, il y a derrière cela un univers à reconstruire, des choses qui nous font comprendre que nous étions et que nous sommes encore héritiers de périodes prospères, de constructions magnifiques. Il ne s'agit pas, je ne dis pas cela parce qu'il faut embellir le passé et nous donner, je ne sais pas, des ascendants qui seraient de l'ordre de demi-dieux, comme on a parfois accusé chez Anta Diop en parlant de l'Égypte nègre. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de reconstituer un certain nombre de faits historiques qui font que, par exemple, au XVe siècle, au XVIe siècle, pardon, entre le royaume Congo et le royaume du Portugal, il y a eu des relations qui se sont tissées d'égal à égal avec l'échange des ambassadeurs. On n'échange pas des ambassadeurs entre des entités qui ne se reconnaissent pas de même nature et de même niveau au niveau de l'organisation politique. Il s'agit de montrer que derrière le mépris qu'on a imposé aux indigènes africains, aux indigènes Cuba, il y avait un savoir-faire de l'art qui a pris une valeur qui a été dénigrée à l'époque, mais que l'on retrouve aujourd'hui dans les musées en Europe. Et que tout le discours qui est aujourd'hui sur la question de la restitution, sur laquelle nous reviendrons, quand ces discours et quand ces revendications rencontrent des obstacles, c'est aussi parce que ceux qui ont fait croire que ces objets n'avaient pas d'importance, n'avaient pas de valeur, savent par ailleurs la valeur réelle qui était celle de ces hommes qui ont créé ces objets et celle de ces objets dans leur acception générale et dans leur usage aussi bien traditionnel, rituel que autre. Donc, je pense que la littérature, dans ce cas-ci, à défaut de reconstituer le monde ancien tel qu'il est, peut permettre d'aller dépoussiérer, encore une fois, ce qui a existé, de casser un certain nombre de poncifs qui ont été dits, qui ont été prononcés, qui ont été consacrés au sujet des Africains dans ces cas-ci, et qui justifient, et c'est tout l'intérêt de toute façon de cette démarche, qui justifie la perpétuation d'une certaine essentialisation de Noirs aujourd'hui. Parce que dans le cas des Bakuba et dans le cas du Royaume Congo, il n'échappera pas à ceux qui nous écoutent, par exemple, que l'une des perceptions que l'on garde encore des Congolais, des Africains, des Bantous du bassin du Congo, comme on dit, et de manière extensive aux Africains, nous viennent d'un certain nombre de représentations qui ont été faites dans la littérature de cette période-là. Que l'on lise Le Voyage à Tombouctou de René Caillé, qu'on remonte au cœur des ténèbres de Conrad en 1897, ou qu'on prenne tout ce qui a été produit. Les représentations de royaumes anciens, des indigènes, des Africains que l'on retrouve dans ces livres, dans cette littérature qui a permis de bâtir l'imaginaire de l'homme occidental à une période où très peu voyageait, à une période où très peu avaient connaissance de ce que pouvaient être les civilisations noires au cœur de l'Afrique, cette littérature-là, elle s'est imposée parce qu'à cette période-là, hélas, on ne pouvait pas laisser les chasseurs raconter son histoire. Pardon, on laissait les chasseurs évidemment raconter son histoire, on ne pouvait pas laisser le lion raconter son histoire. Et nous nous sommes retrouvés des années après avec un président de la République française qui se rend dans votre université chez Anta Diop pour dire que nous étions, que les Africains ne sont jamais entrés dans l'histoire. Pourquoi le dit-il? Il le dit parce qu'en 1897, lorsque Victor Hugo est convié à un dîner pour célébrer le 38e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, c'est que Victor Hugo, grande plume, grand esprit, grand humaniste parmi les humanistes de cette époque, bien entendu, professe tout simplement qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, l'Européen a fait de l'indigène africain un homme, un être humain. Au XXe siècle, l'Europe devra faire de l'Afrique un monde grâce à la civilisation. Ce sont les mots que Victor Hugo utilise
ce sont les mots que Victor Hugo utilise quand il dit que ce continent dans les ténèbres qui n'a pas d'histoire. Ces discours-là, verbal, couché, reproduite des années, des décennies durant, a fini par construire des représentations des Africains qui conditionnent encore aujourd'hui des comportements, des politiques, des mécanismes de rapport de force entre l'Europe et l'Afrique, au-delà de tous les discours que l'on peut tenir par ailleurs sur le monde qui change, sur le fait qu'il faut se départir du passé. Donc, sans être dans une logique, évidemment, de faire de règlement de compte MPTES et CONTES, il est quand même nécessaire à un certain moment de revenir aux fondamentaux et de rappeler, de la même manière que Bachir le disait sur la question du caractère consubstantiel de la philosophie dans toute société humaine, de montrer en fait que ces mondes-là, avec leur propre style d'organisation, avec leur propre mode de fonctionnement, ont généré des types de sociétés souvent prospères, souvent très illustres, qui n'avaient certainement pas les mêmes codes que les Européens, mais qui, par rapport à leur propre cheminement dans la marche du temps, avaient des choses à dire et avaient des choses à apporter et des choses qu'ils ont bel et bien apportées. Et donc, dans le roman, pour terminer, au-delà du destin individuel de la princesse Tchala qui échappe à cette monarchie, ma volonté de l'inscrire dans cette épopée de Bakuba, qui est le symbole de tous les royaumes, tous les empires étant effacés, ignorés par ce que les Belges et les Européens ont voulu écrire, est un souci aussi de mettre en miroir ce que ces sociétés avaient des riches lorsque cette rencontre de Berlin 1885 s'est faite, parce que bien avant cela, ils avaient cheminé, ils avaient été capables, certes, du pire comme toutes les civilisations du monde, mais ils avaient également apporté à l'universel beaucoup de trésors. Autrement, nous ne serions pas toujours en train de se demander s'il faille ou non restituer à l'Afrique ce qui lui est dû et que l'Europe garde encore. Oui, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse extensive que je pourrais résumer dans une idée qui me semble être fidèle à votre pensée, à savoir que d'une certaine façon, les écritures africaines de soi, pour parler avec Achille Mbembe, sont des formes de réappropriation et aussi de réparation. D'une certaine façon, l'écriture, que ce soit philosophique ou romanesque, de l'histoire du point de vue des vaincus, permet de rappeler à la mémoire ce que plusieurs siècles a souhaité effacer et construire dans des représentations racistes. Et puisque le temps file, j'en viendrai également à la question qui a été évoquée dans votre commentaire sur de la restitution, qui est une forme de réparation. Je vais coupler deux questions que j'avais préparées, puisque justement le temps s'écoule très rapidement en bonne compagnie. Mais elles s'articuleront les deux autour de cette question de la réparation, à savoir la réparation du lien entre, dans le cas présent, la France et l'Afrique. Et je pense aux deux missions qui ont été confiées par Emmanuel Macron dans les dernières années, d'une part à Felwine Sarr et Bénédicte Savoy, sur de pondre un rapport qui a donné lieu à un titre et aussi à eu des effets pratiques sur la restitution du patrimoine africain qui est détenu par les musées occidentaux, comme vous en avez parlé, Blaise, à propos même des statuaires Bakuba. Et d'autre part, plus récemment, sur la décision d'Achille Mbembe d'accepter la mission qui a été confiée par Emmanuel Macron, de l'aider à préparer le prochain sommet Afrique-France qui se veut se placer sous le drapeau donc de la réparation, de la reconstruction de nouveaux fondements pour une relation entre la France et l'Afrique, une mission donc à laquelle Souleymane Bachir Diagne, vous avez accepté de participer. Donc, si vous voulez bien, nous pourrions commencer avec vous. Pourquoi avoir accepté cette mission? Qu'est-ce qui vous faisait croire en le moment opportun pour relancer
cette relation. Et puis, vous pourrez aussi en discuter tous les deux, puisque ce sera sans doute peut-être la dernière occasion que nous aurons de vous entendre avant de clore ce dialogue fructueux. Merci infiniment pour cette riche question qui appelle une réponse à plusieurs tiroirs, dirais-je. Alors, je tire le premier tiroir qui est celui de la restitution. C'est en effet le cas que lorsque le président Macron, dans son discours à Ouagadougou, a annoncé qu'il souhaitait pouvoir restituer un certain nombre d'objets d'art aux États africains, ceci renouvelait une vieille demande qui avait été celle des États africains, beaucoup du Nigeria d'ailleurs, dans les années 60. Le Nigeria, dès les années 60, avait exigé le rapatriement des bronzes du Bénin, ce qui est en train d'être fait maintenant. Ceci a juste commencé. Mais d'une certaine façon, le discours du président Macron a eu de l'importance parce qu'il a réouvert à ce moment-là la question. C'était important. Et il a également, de manière tout à fait honnête, confié la mission à Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy de lui faire des recommandations dans ce sens-là qui ont commencé à être suivies des faits. Je viens de parler des bronzes du Bénin. L'Allemagne est en train aujourd'hui de montrer au fond une signification plus pleine de cette restitution, parce que la restitution ne doit pas simplement être une sorte d'opération à somme nulle où des objets qui avaient été délocalisés retrouvent leur espace premier. Pour revenir à notre métaphore du début, ces objets ont poussé des racines là où ils se sont trouvés, c'est-à-dire dans les musées européens. Et ces racines en question, ça a été leur manière de revivifier les arts contemporains, d'entrer de force dans les recherches de l'art contemporain, Picasso étant l'un des meilleurs exemples, etc. Donc, ce ne sont pas simplement des objets qui reviennent comme ils étaient partis. Comme Ulysse, ils se sont chargés de significations nouvelles, ils ont ouvert des possibilités nouvelles dans le monde, et en particulier des possibilités de relations. Ces objets, une fois rentrés, doivent être également des ambassadeurs qui vont tisser des relations, qui vont créer, par exemple, une nouvelle philosophie de ce que sont les musées dans le monde, de ce que doit être le réseau qui tisse ensemble les musées, de ce que doivent être les échanges entre les musées. Ça veut dire que les musées africains vont entrer de plein pied dans ce processus d'échange et de mise en réseau des musées du monde entier. Et ces musées vont entrer dans ce processus sur un pied d'égalité parce que précisément, ils auront les objets précieux qui leur ont été enlevés. Donc, si on pense les choses de cette manière-là, on voit immédiatement que la restitution est une condition de reconstitution de l'IA. Et c'est à cela que je voulais en venir. Je me permets de vous interrompre juste un tout petit moment pour vous indiquer qu'il nous reste environ 5 minutes à notre discussion commune. Alors, donc, rapidement, voilà. Le président Macron, visiblement, a eu un certain nombre de gestes pour pacifier les mémoires. D'abord, avant d'être le président Macron, quand il a reconnu que la colonisation était un crime contre l'humain. C'était important, ça n'était pas rien. Cette décision de restitution, ça n'était pas rien. Commanditer un rapport sur la responsabilité lourde de la France dans le génocide rwandais, le génocide des Tutsis, ça n'était pas rien non plus. Alors, quand le même président Macron confie à Achille Mbembe, alors que Achille Mbembe est connu comme étant un critique du colonialisme et du néocolonialisme, etc. Ça veut dire donc qu'il n'est pas allé au plus facile, il n'a pas cherché l'intellectuel le plus complaisant possible. Au contraire, il est allé demander à Achille Mbembe de construire les conditions d'un dialogue exigeant et de vérité avec une Afrique dont il sent que la France ne la connaît plus, une Afrique plus jeune, des sociétés civiles plus exigeantes, panafricanistes et assurées d'elles-mêmes. Ce ne sont plus les générations anciennes. Pourquoi ne pas dire oui? Achille a dit oui, il a demandé à un certain nombre d'amis à lui, certains ont décliné pour des raisons que je peux comprendre, d'autres comme moi ont accepté de l'accompagner dans cette affaire-là.
avec le point de vue suivant. Si on me demande de réfléchir à la relation entre la France et l'Afrique, et si on me demande quelles sont les conditions pour réparer cette relation, pourquoi est-ce que je ne partagerai pas les réflexions que j'aurai sur cette question-là? C'est donc à coup de pourquoi pas que aussi bien Achille que les amis qui lui ont dit oui pour le rejoindre dans cette entreprise se sont engagés dans le dialogue avec le président français. D'accord, merci beaucoup Blaise Ndala. Je crois que vous aviez peut-être, vous étiez de ceux qui avaient des réserves quant à cette invitation. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus en 2-3 minutes? Je suis tout à fait désolée que ce soit si court. Non, je comprends. Moi, j'écouterai Bachir des heures, il n'y a pas de problème. Oui, je suis de ceux qui étaient, je dirais, plus favorables au premier mandat, un mandat très technique, celui confié à Felwine Sarr et à Bénédicte Savoy sur les conditions de la restitution. On a vu, il y a eu des résultats. Là où on nous opposait hier l'incessibilité de biens appartenant au domaine privé de l'État, on a vu que les lois étaient faites par des hommes pour être modifiées. Même la France a changé, on essaie d'évoluer. Et d'un point de vue purement technique, je me suis dit que ça soit fait par Felwine à titre individuel, à cause de ses connaissances, et par Madame Savoy, ça ne me posait pas trop de problèmes, et dès lors que, oui, ça constituait une somme de connaissances et des conditions qui pourraient nous faire avancer à faire sauter le verrou. Et je suis beaucoup plus dubitatif, et pour ne pas dire plutôt contre l'idée de venir chercher justement les intellectuels le moins facile à manier, comme disait dans ses mots Bachir. Je sais qu'il a beau donner des signes, Macron reste un homme politique, le président Macron reste un homme politique qui n'est pas insensible au fait qu'il y a un certain désamour de la France, pas des Français, parce qu'avec les Français, nous avons d'excellentes relations à titre personnel, mais il y a un désamour flagrant dans la diaspora, dans la jeunesse africaine, à cause d'un certain nombre de choix politiques qui ont été reconduits depuis l'époque de Charles de Gaulle et Jacques Foccart jusqu'à aujourd'hui, sur un certain nombre de situations économiques, sécuritaires, diplomatiques et consorts. D'aller choisir des gens probes, respectés, qui ont de l'influence auprès de la jeunesse comme Mbembe et Bachir et tous ceux qui derrière lui sont là, pour nous participe en quelque sorte à affaiblir le camp des voix qui, dans la société civile africaine, jouent un peu ce qu'on appelle le watchdog en anglais. Donc, ceux qui veillent à ce que cette relation devienne vraiment viable et ne soit plus un terrain de jeu où la France continuera à se conduire dans son précaré africain comme à l'époque de la colonisation. La raison en est que si le président Macron veut savoir quels fondamentaux doivent être révisités et quelles solutions doivent être trouvées pour changer cette relation, il a des interlocuteurs naturels que sont les chefs d'État africains. Il les rencontre. Il a des cellules, des gens qui sont payés, des experts de toutes sortes dans son cabinet au Quai d'Orsay. Il a créé un comité fait de jeunes Africains, je ne sais pas, français, qui sont à l'Élysée, qui les conseillent. Et les points qui fâchent entre la France et l'Afrique ne sont pas des points mystérieux. Il ne faut pas une commission des savants pour cela. Il le sait. Donc, pourquoi, ayant tous les outils avec lui, ayant l'expertise en France des Français dont il a besoin pour savoir, et en face de lui, des chefs d'État africains qui sont ses pairs, vient-il chercher dans la société civile africaine, pas n'importe qui, mais ceux qui le contestent le plus? Moi, je pense, pour terminer, que j'aurais donné poids et crédit à cette démarche de mes aînés si ils avaient mis ces savoirs, ces connaissances dans les camps du faible, dans les camps des Africains. C'est quand même les pays africains qui vont rencontrer la France et qui espèrent obtenir quelque chose. Pourquoi ne pas se mettre à la disposition de ces États-là, peu importe qu'il ait approché Mbembe ou pas, si Mbembe veut passer des idées auprès des chefs d'État africains, il sait très bien à quelle porte frapper. Pourquoi ne pas se mettre du côté de ces États qui sont stratégiquement faibles, les outiller sur les revendications, apporter les moyens de parvenir à avoir de gains, parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Mais aller, à contrario, du côté d'un État français, encore une fois, d'un président français, qui a toute la batterie politique, diplomatique, qui a des informateurs, des conseillers qui collectent des informations de terrain dans chaque pays où il y a une ambassade, un consulat,
français en Afrique, il a toutes les réponses qu'il souhaite. S'il va vers eux, c'est simplement parce que, selon moi, il cherche à les noyauter. J'aurais aimé qu'il lui oppose une fin de non-recevoir et qu'il réserve les savoirs, les solutions qui sont les leurs à nos présidents, parce que ceux-là en auront besoin. Mais j'aimerais beaucoup me tromper et peut-être que le temps nous dira qu'ils ont fait le bon pari et que c'est peut-être nous qui avons été tellement échaudés par d'autres déconvenues antérieures que nous avons cessé de donner la chance aux coureurs. Alors, quand le moment du bilan viendra, j'aimerais bien avoir tort. Voilà ce que je pourrais ajouter à cela. Bachir, je vais peut-être vous laisser réagir rapidement si vous le souhaitez. Et puis, parce qu'on me dit qu'on a quelques 5 minutes supplémentaires. Et puis, en même temps, je vous proposerai de donner votre mot de la fin. J'avais pensé que vous pourriez parler comme penseur de la prospective. Tous les deux, vous pourriez donc évoquer quels avenirs vous espérez à la fois à l'Afrique postcoloniale et aussi à la relation de l'Afrique avec l'Occident. Quel avenir vous espérez voir naître dans cette histoire qu'on espère pacifier? Oui, une réaction rapide d'abord pour dire simplement, je l'ai dit au début, je comprends parfaitement la position de Blaise qui est également celle de nos amis qui ont dit non à Achille. Je suis quelqu'un qui croit au dialogue, je l'ai dit tout à l'heure, et je crois en l'argumentation. Je crois en un espace public où on se rencontre, où on échange les arguments les plus exigeants, les moins complaisants possibles. Et donc, chaque fois qu'il y a la possibilité de débattre et de s'opposer, je crois qu'il faut débattre et s'opposer et partager les idées. Cela ne veut pas dire, en fait, la question n'est pas d'être les ambassadeurs du président Macron auprès des sociétés civiles africaines. C'est de réfléchir, c'est une fonction de réflexion sur ce que doit être la relation. Ça veut dire que cette réflexion va parler sur les deux côtés. Pour avoir été, pour ma part, dans mes différentes incarnations, le conseiller d'un chef d'État africain qui était le président Abdou Diouf, c'est toujours du côté de l'Afrique, évidemment, que je parle et depuis une perspective africaine. Et par exemple, une chose importante, c'est que si sommet Afrique-France il y a, ça soit vraiment un sommet Afrique, parce que ce n'est quand même pas banal qu'un pays convoque un continent. Et à ce moment-là, ça veut dire que les Africains doivent arriver à cette rencontre avec leur propre agenda panafricain, parler en tant qu'Afrique en train de se construire et non pas de manière isolée en tant que chaque pays essaye d'avoir une sorte de relation particulière avec la France, c'est-à-dire que ce serait non pas un sommet véritablement, mais une juxtaposition de relations bilatérales. Ça veut dire qu'il est important que ces sommets soient des sommets entre l'exigence panafricaine avec sa propre demande et son propre agenda, disant à la France, voici mon agenda panafricain, comment vous inscrivez-vous dans cet agenda panafricain? Vous voyez que ce type de discours n'est pas un discours de conseiller pour le président français, c'est un discours de réflexion sur ce que signifie la relation. C'est donc là, faisant cela, on fait le travail d'intellectuel, qui est la responsabilité des intellectuels, c'est-à-dire considérer la totalité et non pas considérer que l'on est d'un côté ou de l'autre. Alors maintenant, pour ce qui est de l'autre aspect de la question, une prospective. Je viens de parler de panafricanisme. C'est le point le plus important. Je suis en train de lire un magnifique ouvrage, le dernier ouvrage de Carlos Lopez, qui a été pendant très longtemps, pendant plusieurs années, c'est un économiste du développement comme on sait, qui a été pendant plusieurs années le secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Il vient d'écrire un livre tout à fait éclairant qui s'appelle L'Afrique et l'avenir du monde. Je l'ai là sur ma table. Et il y rappelle que, la pandémie est venue interrompre cela, malheureusement, mais que la courbe sur laquelle l'Afrique se trouvait avant la pandémie était une courbe ascendante. C'est important de le noter, parce qu'on a toujours l'habitude de voir l'Afrique à travers ses tragédies. C'est vrai que les tragédies existent, et les romans de Blaise
nous rappelle cette tragédie autour des Grands Lacs qui malheureusement est toujours encore avec nous sous une forme ou sous une autre. Le Sahel, où se trouve mon pays, est une région menacée avec des problèmes de sécurité extraordinaires. Mais l'un dans l'autre, les classes moyennes africaines ont gonflé, ont été multipliées par 3. Elles sont devenues plus exigeantes, elles sont également plus éduquées, elles sont du pouvoir d'achat. Cette jeunesse dont on estime qu'elle est un problème, elle est également la promesse de l'Afrique. Voilà un peu les choses qu'il nous faut voir. Il nous faut voir ce côté des choses et les voir d'une manière prospective, en nous disant où est-ce que nous voulons aller. Quel est notre agenda? Parce que si vous n'avez pas votre agenda, quelqu'un va vous imposer son agenda. Si dans ce sommet africain, les États africains viennent sans agenda panafricain, écoutez, on va avoir un discours très général et très généreux sur la relation entre la France et l'Afrique. Ensuite, ça va être une juxtaposition de relations bilatérales. Chacun va vouloir voir le président français pour régler des petites affaires avec lui et chacun va rentrer chez lui. C'est ce que nous ne voulons pas, c'est ce que nous ne devons plus avoir. Si nous avons notre propre agenda, nous obligeons le reste du monde à s'inscrire dans notre agenda. Nous voulons construire l'espace africain. Qu'est-ce que vous investissez dans les infrastructures pour faire cela? L'Europe, qui a été avec nous pendant des siècles, n'a jamais voulu investir dans les infrastructures. La Chine, aujourd'hui, accepte d'investir dans les infrastructures. Bachir Diagne, je vais devoir vous interrompre. Je m'excuse pour laisser quand même petit 2-3 minutes à Blaise Dalla. Je suis tout à fait désolée. Que je lui cède on vous écouterait tous éternellement. Je me suis emporté, Blaise. Je m'en excuse. Non. Ne vous en excusez pas, Bachir. Parce que moi, quand je vous entends à la fin pour revenir à notre question avec Macron, je me dis, mais en l'occurrence, quel grand expert pour l'Union africaine avec cette visée panafricaniste, cette conscience qui doit être celle des Africains, de jouer collectif et d'aller parler devant un chef d'État français en un bloc et pas d'aller chercher dans le panier quelques subtils avantages que l'un ou l'autre pourrait engranger. Et donc, c'est pour ça que je disais que cette parole, cette expertise, cette parole sage-là, moi, ce groupe d'experts, des personnes de valeur, c'est auprès de l'Union africaine que je les aurais vus. Et une fois qu'ils auraient armé nos combattants sur qui nous tirons souvent à boulet rouge, ils seraient peut-être beaucoup plus investis, beaucoup plus équipés. Ça me fait penser comme ça très rapidement à ce que j'entendais Benoît Lamy, du temps où il était encore à l'OMC, dire de ce qui arrivait aux États africains qui arrivaient là-bas. On n'avait pas des gens pour négocier pour nos intérêts. Round après round de négociations, l'organisation devait payer des experts, l'organisation, donc des fonds européens, des fonds occidentaux, payer des experts qui devaient défendre les intérêts africains. Là où les questions commerciales, les enjeux commerciaux étaient le plus ardus. C'est dire à quel point nous, qui sommes faibles, qui sommes les maillons faibles de cette relation géostratégique, devons jouer collectif et penser d'abord à nous. Parenthèse fermée. Pour la prospective, ce qui me rend optimiste, moi, dans la rencontre, dans la relation, la vraie, entre l'Occident et l'Afrique, c'est ce que j'ai vu à la mort de George Floyd. De jeunes, surtout des jeunes, blancs, noirs, jaunes, tout ce que vous voulez, de toutes sortes, envahir les rues de New York à Montréal, même à Dakar de l'autre côté, pour dire que finalement, cet avenir-là doit être l'avenir vers lequel nous cheminons, doit être différent de ces mondes que nous avons bâtis sur un héritage racialiste qui a créé les divisions, les antagonismes et les discriminations qui, aujourd'hui, mettent nos sociétés au bord pas de la guerre civile, mais au bord d'une crise sociale d'une ampleur qu'on n'a pas connue depuis l'abolition de l'esclavage. Je pense que ces jeunes, de toutes parts, qui s'unissent et qui s'élèvent et qui veulent bâtir un monde nouveau et qui nous disent que nous devons rompre avec les impasses où nous ont mené les divisions raciales et l'héritage de la colonisation, mais ces jeunes-là me donnent espoir et je pense qu'à travers des projets qui pourront connaître peut-être des échecs de temps en temps, mais qui se relanceront, restitution, réforme des Nations Unies, de relations commerciales plus équitables entre l'Europe et l'Afrique, l'inclusion de partenaires nouveaux, la Chine dont parlait Bachir, l'Inde demain, le Brésil et d'autres puissances. Ce monde qui se redessinera à partir de nouvelles valeurs sera peut-être celui qui accouchera de cet idéal d'humanisme auquel je suis personnellement très attaché et qui fait que moi aussi,
ben, je m'enracine partout où je vais parce que, comme disait Terence, tout ce qui est humain m'appartient, rien de ce qui est humain ne m'est étranger, et là où l'humain souffre, évidemment, je souffre avec lui. Alors, c'est un magnifique mot de la fin. Merci beaucoup, Blaise Ndala et Souleymane Bachir Diagne, pour cet échange. Je crois qu'on peut dire qu'à l'issue de cette dernière conversation, on peut se montrer optimiste pour à la fois l'avenir de l'Afrique et la relation que l'Afrique continuera d'entretenir certainement avec le reste du monde. C'est malheureusement tout le temps dont nous disposons. Évidemment, nous aurions aimé rester avec vous encore très longtemps. Souleymane Bachir Diagne, Blaise Ndala, je vous remercie infiniment de vous être prêté à l'exercice de cette mise en commun des intelligences africaines au service de l'Afrique, mais également, comme le thème de notre rencontre l'indiquait, au service d'une commune condition humaine au sein d'un monde dont on souhaite qu'il accouchera d'une histoire pacifiée, partagée et sereinement vécue. Je remercie tous ceux qui, membres du public, ont assisté à cet échange d'une incroyable richesse, une richesse telle qu'elle continuera de nous accompagner, nous tous et toutes, pour longtemps. Je vous invite à poursuivre la réflexion dans l'intimité des ouvrages de nos invités, des auteurs des ouvrages que nous avons évoqués ensemble et qui ont nourri la discussion, soit les derniers ouvrages de Souleymane Bachir Diagne, Le fagot de ma mémoire, paru ce mois-ci aux éditions Philippe Rey, ou encore Enquête d'Afrique, universalisme et pensée décoloniale, coécrit avec Jean-Loup Amsel, ou La controverse, dialogue sur l'islam, coécrit avec Rémi Braque. Je vous invite également à vous procurer les 3 romans de Blaise Ndala, J'irai danser sur la tombe de Senghor, Sans capote ni Kalachnikov, et particulièrement son dernier ouvrage, dont tout le monde s'entend pour dire qu'il est magistral, Dans le ventre du Congo, paru chez Mémoire d'Encrier. Je vous invite à vous procurer les livres de nos 2 invités auprès de la librairie Gallimard à Montréal, pour ceux qui se trouvent à Montréal. Gallimard étant partenaire du festival, à l'adresse suivante, gallimardmontréal.com. Cette activité a eu lieu dans le cadre des grands événements du Festival de littérature internationale Montréal Métropolis Bleu, ou plutôt Métropolis Bleu de Montréal, que je remercie beaucoup pour cette invitation à animer cette conversation entre 2 auteurs que j'estime tout particulièrement. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.